Et je donne la parole tout de suite à Si Mohamed Hegdem, président de l'association des ingénieurs du génie civil de la région Marrakech-Safi. تفضل. Monsieur le Raïs, Parfait. moi je ne vais pas utiliser madame. Merci. Merci. شكرا السيد الرئيس. اولا باسم الجمعيه الجهويه للهندسه والاستشاره اشكر الجمعيه امنيه الاستضافه، واهنئ السيد جعفر رئيس الجمعيه على هذا الندوه Alors, je vais intervenir en français moi aussi après. Donc, moi, je vais pas revenir sur les aspects techniques qui ont été suffisamment développés par mes prédécesseurs intervenants, et en particulier c'est Ramdani. Je voulais intervenir sur certaines choses, mais vous avez suffisamment développé l'aspect technique. Mais je vais surtout, si vous voulez, développer le côté, définir un certain nombre de termes en tant qu'homme du terrain. Je ne suis pas trop théoricien, mais je suis plutôt un homme du terrain. Donc je travaille dans le domaine du bureau d'études. Même si j'aime pas ce terme, mais le vrai terme, c'est les bureaux de conseil et d'ingénierie. Voilà. Donc, je vais essayer en partie, mon exposé, c'est essayer de répondre en partie, je dis bien en partie, à la question qui a été posée par le président. Comment mettre en œuvre la réglementation, sachant que la construction, à mon avis, ne peut être encadrée que par une réglementation. Une réglementation légérifiée et une réglementation structurée. Donc c'est une partie de mon intervention. La thématique, bien sûr, qui m'a été communiquée pour la traiter, c'est le génie civil et les enjeux de la construction parasismique. Alors, le génie civil, je vais essayer de définir qu'est-ce que c'est que le génie civil et qu'est-ce que c'est qu'un bureau de conseil d'ingénierie. Le génie civil, à mon sens, c'est l'ensemble des sciences de l'ingénierie dans les domaines de construction, du génie civil et des travaux publics. Donc voilà la définition de l'ingénierie, à mon sens. À savoir, dans les domaines de bâtiments, des ouvrages d'art, c'est-à-dire les ponts, etc., des réservoirs, des routes, des chemins de fer, des barrages et des aéroports. Donc voilà la définition. Il faut qu'on définisse d'abord les choses, le génie civil. Qu'est-ce que c'est que le génie civil? Donc, qu'est-ce que c'est qu'un bureau de conseil d'ingénierie? C'est très important parce qu'on est malheureusement, entre guillemets, une profession qui est très mal connue. Donc, le génie civil, les bureaux de conseil d'ingénierie, c'est des équipes pluridisciplinaires sous forme de sociétés ou d'ingénieurs conseils et qui sont composés principalement d'ingénieurs dans toutes les spécialités. C'est exactement comme une polyclinique où vous avez des médecins qui sont, chacun il est spécialisé dans une branche donnée. Donc dans les bureaux de conseil d'ingénierie, c'est la même chose. Comme j'ai dit, ça peut être des sociétés comme ça peut être des ingénieurs conseils, mais en tout cas, c'est des équipes pluridisciplinaires qui exercent dans tous les domaines, en allant du bâtiment jusqu'à l'aéronautique. Donc, voilà les bureaux de conseil et de l'ingénierie. Alors, ceci étant dit,
je vais quand même dire un mot sur la profession d'ingénieur, de conseil d'ingénierie dans notre région, parce que c'est très important. Dans notre région, notre association, il est composé à peu près de 45 bureaux d'études, de 45 bureaux de conseil d'ingénierie qui emploient environ plus d'une centaine d'ingénieurs et plus de 400 techniciens. Ces bureaux de conseil d'ingénierie de la région, ils sont dirigés par des ingénieurs, et ces ingénieurs sont issus de toutes les écoles marocaines ou étrangères. Donc vous avez la formation qui est, si vous voulez, en termes de formation, vous avez des lauréats de toutes les écoles nationales ou étrangères. Ces ingénieurs sont assez expérimentés, c'est-à-dire l'expérience de ces ingénieurs va, bien sûr, de 3 ans jusqu'à 40 ans. Ces ingénieurs sont spécialisés dans tous les domaines, on a toutes les spécialités. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons des potentialités, des compétences régionales qui sont très importantes, et on a toujours souhaité que on croit à la proximité, surtout de la reconstruction, et on croit à la proximité, et on a des compétences très importantes dans la région de Marrakech-Safi qui peuvent largement répondre aux besoins de l'ingénierie dans notre région. Donc voilà pourquoi j'ai dit ça, parce que on a, si vous voulez, on ne croit, on essaie de convaincre les responsables que notre région dispose des compétences très importantes pour faire face, enfin pour répondre aux besoins de l'ingénierie dans notre région. Alors je parle bien sûr de l'ingénierie d'une manière générale, mais en particulier de l'ingénierie dans le domaine du génie civil. Je vais juste vous faire une petite remarque, c'est que l'ingénierie, si vous voulez, l'ingénierie civile, je veux dire, il n'y a pas un terme que j'aime pas aussi, c'est le béton armé. Les ingénieurs de béton armé. Il n'y a pas d'ingénieurs de béton armé, il y a des ingénieurs de génie civil qui exercent dans le domaine de génie civil, et puis ils font, si vous voulez, des études de structure. Je dirais des structures. Une structure, ça peut être une structure en béton armé, comme ça peut être une structure métallique, comme ça peut être une structure en bois, comme ça peut être une structure en terre. Comme ça peut être une structure en terre. Il y a bien les structures en terre qui sont adaptées. Mes collègues qui sont intervenants l'ont déjà précisé. Il y a des structures en terre qui peuvent faire face, qui peuvent être parasismiques. Donc, alors, je vais aussi définir à ma façon les composantes, en tant qu'on dit toujours la composante d'une construction, parce que pour parler des séismes, il faut à mon avis, définir les composantes principales d'une construction, surtout dans un bâtiment. À mon sens, un bâtiment, il est composé, il a 4 composantes, 3 composantes, pardon. 4, pardon. Il y a d'abord le sol de fondation, si vous l'avez dit. Il y a les fondations proprement dites. Il y a la structure porteuse, qui peut être encore une fois, on a plusieurs types de structures porteuses. Et puis, il y a les composantes qui sont non structurelles, à savoir les maçonneries de séparation. Bien sûr, il y a des maçonneries quelquefois qui sont porteuses. Elles sont classées dans la structure, la composante structure. Et puis vous avez des composantes qui ne sont pas structurelles, à savoir par exemple les cloisons de séparation, les revêtements, la menuiserie. Tout ça, c'est des composantes qui ne sont pas structurelles, qui n'interviennent pas dans la solidité d'un bâtiment. Parce que la solidité, la structure d'un bâtiment, si vous voulez, je la compare personnellement
au squelette humain. C'est ce squelette qui tient le bâtiment. Et vous avez tout le reste qui vient se greffer dessus. Alors, les constructions parasismiques, je ne vais pas rentrer dans les détails pour optimiser les temps parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a été déjà suffisamment traité. Je vais dire tout simplement, comme ça a été déjà dit avant, c'est pas moi qui l'ai dit, le séisme ne constitue pas en fait un danger. C'est les constructions qui constituent un danger. C'est les constructions non adaptées qui constituent un danger sur l'homme. Mais le séisme lui-même, c'est un phénomène naturel qui est là. Il faut c'est les constructions qui peuvent constituer un danger lorsqu'ils ne sont pas adaptés au parasisme, au séisme. Alors, les conditions nécessaires qui ne sont pas peut-être suffisantes, à mon sens, pour réaliser une construction parasismique. D'abord, comme vous l'avez dit, il faut une étude géotechnique. D'abord, c'est une étude géotechnique, vous l'avez dit, une étude géotechnique. Il faut une réalisation d'une étude technique de structure, ou bien de grosses œuvres, je dirais de grosses œuvres d'une manière générale, qui soit conforme à une réglementation qui est légérifiée et qui est, parce qu'il y a le côté, par exemple, lorsqu'il y a un problème, si par exemple on arrive en justice, il faut bien se référer à des textes qui sont légérifiés. On ne peut pas se référer quelquefois à tous les documents. Donc il faut une réalisation d'une technique, la réalisation d'une étude technique de la structure, bien de grosses œuvres, qui est nécessaire et qui est réalisée par des ingénieurs spécialisés, encore une fois, dans le domaine, des ingénieurs spécialisés et des ingénieurs de génie civil spécialisés qui font une conception et un calcul. Les ingénieurs ne font pas que du calcul. Les ingénieurs font la conception de la structure, de grosses œuvres d'une manière générale, et le calcul. Bien sûr, le calcul, si vous voulez, c'est la dernière étape. Mais un ingénieur doit faire d'abord la conception d'une structure. Et d'ailleurs, moi, je travaille, sur le plan pratique, je crois en travail d'équipe. J'ai toujours dit qu'il faut que l'équipe architecte, bureau d'études, laboratoire, travaillent ensemble pour réaliser un projet optimal en termes de sécurité et en termes de coût. Donc il faut que la conception, il faut qu'il soit pluridisciplinaire, à savoir, par exemple, vous avez parlé, M. Ramdani, de la forme d'un bâtiment, c'est très important dans le séisme. Une forme idéale, c'est une forme carrée, c'est-à-dire une forme qui le suit, c'est une forme rectangulaire. Donc il faut qu'on optimise, il faut qu'on intervient, que l'ingénieur intervient au niveau de la conception de la structure. Ensuite, vous avez des structures poteaux-poutres, vous avez des structures des murs porteurs. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut adopter les murs porteurs, quand est-ce qu'il faut adopter les poteaux et les poteaux. Par exemple, lorsqu'on a un rez-de-chaussée et un étage ou même 2 étages. Pour moi, il est aberrant de ne pas employer les murs porteurs. C'est-à-dire, maintenant, on voit par exemple des rez-de-chaussée, des logements à rez-de-chaussée, et on fait automatiquement une structure poteau-poutre. Alors qu'on peut la faire, on peut optimiser les murs porteurs pour cette structure. Tout cela, c'est pour dire qu'il est très important que la composante, je veux dire la composante humaine, c'est-à-dire les compétences humaines sont très importantes pour la mise en œuvre de la réglementation. Il est essentiel, la composante humaine. Je veux dire que par la composante humaine, tous les intervenants dans l'acte de bâtir, à savoir
l'architecte, le bureau de conseil de l'ingénierie, le laboratoire, l'entreprise, etc. Et il faut qu'il y ait des compétences dans tous ces secteurs. Ensuite, je vais brièvement parler de la réglementation parasismique parce que tout le monde, déjà mes prédécesseurs ont parlé de cet aspect. La réglementation parasismique, on a déjà une réglementation parasismique qu'il faut peut-être réviser après ceci. On a bien sûr le RPS 2011 que tout le monde connaît, qui est là, qui s'adapte principalement aux structures en béton armé, des structures en béton armé. Ensuite, vous avez un début. Je l'appellerai un début parce que les Mouyal n'est pas encore convaincu pour cette réglementation parasismique des constructions en terre, mais c'est un début qui est très important. Il y a une réglementation, déjà un début, qui s'appelle la RPCT Terre 2011. Donc on a déjà, il faut qu'on développe cette réglementation qui est peut-être aussi importante que la réglementation de béton armé pour justement construire dans la montagne des constructions parasismiques. On peut le faire, moi j'y crois. Voilà donc pour la réglementation parasismique, je ne vais pas m'étendre trop sur ce. Alors maintenant, les enseignements qu'on peut... Pardon ? Il y a, je vais juste dire un mot sur la classification des désordres causés par le séisme, une classification des principales désordres causés par le séisme. Alors, il y a d'abord le diagnostic avant de passer à la classification. Un diagnostic d'une construction qui est touchée par le séisme, il doit être fait principalement par un ingénieur spécialisé qui connaît la structure. Pourquoi? Parce que cet ingénieur, c'est lui qui connaît comment fonctionne une structure en béton armé ou bien une autre structure, comment elle fonctionne et quels sont ces éléments. Alors les principales, donc il faut un examen visuel en principe, il faut des sondages ou bien des essais de laboratoire. Ensuite, il faut aussi analyser les plans de structure qui existent de la construction. Alors il faut tout ça pour faire un vrai diagnostic. Le laboratoire, il fait des essais. C'est exactement comme dans la médecine. Vous avez un laboratoire, si vous voulez, un médecin qui est l'ingénieur. Il recommande des essais au laboratoire. Et le laboratoire fait des essais. Et c'est l'ingénieur qui peut interpréter ces essais et analyser les plans de la structure, de la construction et déduire quels sont les remèdes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des confusions, c'est-à-dire lorsque, pendant ce séisme, on a toujours entendu qu'il faut faire appel au laboratoire pour faire... Ce sont des ingénieurs de génie civil qui travaillent dans le laboratoire. Mais il y a des métiers. À l'intérieur de l'ingénierie, il y a des métiers. Il y a des métiers de laboratoire, des métiers de bureau d'études, des métiers de l'entreprise et des métiers des bureaux d'études. Donc, ce sont tous des ingénieurs civils, mais chacun est spécialisé dans un domaine précis. C'est pour ça qu'il faut faire intervenir les intervenants qui sont spécialisés dans le domaine. Alors ça, c'est les diagnostics, etc. Ensuite, je vais dire donc les principaux types de désordres qu'on a constatés. Et visuellement, il y a des fissures capillaires qui sont en général des fissures superficielles d'enduit, etc., d'enduit et de peinture. Il y a des fissures de maçonnerie. Ma liste n'est pas exhaustive, mais je cite juste les principaux. Il y a des fissures entre les structures et les maçonneries.
Et puis, il y a des désordres, des éléments de structure. C'est ce qu'on a constaté principalement. Et puis, enfin, le sixième point, c'est quels sont les enseignements, à notre sens, quels sont les enseignements qu'il faut tirer, et quelles sont quelques recommandations. Alors, nous, les enseignements qu'il faut tirer, il faut d'abord, à notre sens, que le séisme a provoqué l'effondrement surtout des constructions en terre, principalement. Ensuite, les désordres constatés dans les structures, surtout dans les immeubles, les désordres constatés dans les immeubles à structure en béton armé, c'est principalement des désordres de maçonnerie et des désordres, c'est surtout des désordres qui n'ont pas touché, je dis principalement, qui n'ont pas touché la structure. Pourquoi? Parce que, par exemple, à Marrakech, on a commencé à pratiquer le RPS 2000 depuis une dizaine d'années, ou une quinzaine d'années. Alors, quelles sont quelques recommandations, rapidement. Quelques recommandations. À notre sens, les recommandations, il faut d'abord la révision de la réglementation. Il faut une révision générale de la réglementation, que ce soit de la réglementation de l'urbanisme ou bien de la réglementation technique. Il nous faut des normes marocaines. Le RPS, on a des normes marocaines, mais il faut le réviser. Il faut la réglementation de la profession de l'ingénieur. Actuellement, vous savez, il n'est pas normal qu'au Maroc, on n'a pas une réglementation pour l'exercice de la profession de l'ingénierie. Donc il faut une réglementation de l'exercice de la profession de l'ingénierie. Parce qu'on ne sait pas qui est responsable d'eux. Il faut une obligation des études. Il faut une obligation des suivis par les équipes. C'est ça la mise en œuvre. Il faut des études, il faut une obligation de suivi par les professionnels, il faut une application stricte de la réglementation. Et on peut la réaliser sur le terrain. Moi, je suis convaincu qu'on peut la réaliser et qu'on peut encadrer même l'autoconstruction en s'organisant et en faisant appel aux professionnels. Et merci. Merci. Je voudrais bien sûr insister sur l'importance de l'intervention de Si Hegdem, qui a dit des choses importantes. La construction ne peut être encadrée que par une réglementation. Et il est pour une révision. Il y a déjà le règlement qui existe de 2011, qu'il s'agit d'adapter, qu'il s'agit peut-être de maroccaniser. Je crois que c'est effectivement des éléments très importants. Et il est convaincu que la réglementation doit être appliquée et peut être appliquée. C'est une vraie problématique. Il a fait une proclamation, disons, une sorte de profession, une conviction. Il a exprimé une conviction, mais dans un domaine où l'autoconstruction existe beaucoup, il y a beaucoup d'informels, etc. Comment la mettre en œuvre de façon effective? Et je crois que son intervention a l'intérêt disons, de nous faire mieux connaître ce métier, disons, de bureau de conseil et d'ingénierie. Et certainement, ces organisations, un peu de ces corps professionnels, tu as les architectes, tu as les ingénieurs, tu as les laboratoires, etc., peuvent jouer un très grand rôle, très important dans ce travail, disons, de vulgarisation des normes, d'encadrement, etc. C'est très, très important parce que la réglementation, effectivement, il faut la mettre en œuvre. Des démarches uniquement de contrôle et de punition a posteriori ne servent pas beaucoup, à mon avis. Par contre, tout le travail d'encadrement et tout le travail de formation et de sensibilisation qui doit être fait, ça, je pense, c'est quelque chose de très important et il peut s'appuyer sur des associations professionnelles, ça me paraît très important.